Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? La France adore l'impôt. Elle le vénère presque. Mais dans le quotidien des Français, l'impôt ne rime plus avec service, sécurité ou solidarité, il rime avec opacité, surcharge, et surtout, il rime avec cette impression persistante, on se ruine de plus en plus pour payer des services de plus en plus mauvais. Aujourd'hui, on va démonter le système fiscal français. Voir combien il coûte, à quoi il sert, qui il pénalise, et pourquoi il est devenu un outil de domination bien plus qu'un outil de justice. Objectif ? Comprendre pourquoi une réforme fiscale libérale, simple et ambitieuse n'est pas une utopie, mais une nécessité morale. Commençons par les faits. Le taux de prélèvement obligatoire. En 2023, les prélèvements obligatoires en France atteignent 43,2% du PIB. C'est l'un des taux les plus élevés au monde, au coude à coude avec le Danemark. Pour comparaison, la moyenne de l'OCDE est environ à 34%, en Allemagne de 39%, en Espagne de 37%, et en Irlande de 21%. Qui paye ? Les salariés payent via l'impôt sur le revenu, très concentré sur le haut de la classe moyenne, mais surtout via les cotisations sociales. Les entreprises supportent près de 60% des prélèvements, notamment via l'impôt sur les sociétés, les charges sociales, la CVAE, la CFE, et j'en passe. Et les consommateurs payent une TVA qui varie selon les produits, et une multitude de taxes supplémentaires sur l'essence, le tabac et bien d'autres. En moyenne, un ménage français reverse entre 45 et 55% de ses revenus au sens large à la sphère publique, impôts directs et indirects inclus. Illustrons cela avec un exemple. Un particulier célibataire qui touche le salaire médian, littéralement le milieu de la classe moyenne. Commençons au commencement, le salaire. Notre brave employé touche 35 000 € en brut par an, soit 2 920 € par mois. Cela représente 3 960 € en super brut, qui est le brut plus les charges patronales, pour arriver à un salaire net avant impôt de 2 290 €. 42% de son salaire a déjà disparu, juste en cotisation. En ajoutant l'impôt sur le revenu, on descend à 2 160 €. On est maintenant à 45% de prélèvement et l'argent vient seulement d'arriver sur son compte en banque. Disons que cette personne dépense 50% de son salaire dans les essentiels, le loyer, la nourriture, 30% dans des loisirs sortis et 20% dans de l'épargne. Dans les faits, il est très compliqué de dédier à ce niveau de revenu 50% de son salaire aux loisirs et à l'épargne, mais c'est un exemple. Pour les essentiels, on a donc 1080 €. J'ai considéré 650 € de loyer, 280 € dédiés à la nourriture, 100 € pour l'électricité et l'eau, et 50 € pour la téléphonie, internet et autres, ce qui est faible. Sur ce total de 1080 € de dépenses, 40 € environ sont dus aux taxes, ce qui fait un taux de taxation de 3,7%. Pour les loisirs, il dispose de 648 €. 30 € pour Netflix et Spotify, 52 € de sortie cinéma, 120 € de restaurant et de sortie au bar, 70 € pour un jeu vidéo, 40 € d'abonnement de salle de sport, 150 € pour un week-end Airbnb, 27 € de livres, 100 € de vêtements et 60 € pour un concert. Sur les 648 €, un peu moins de 72 € sont dédiés à de la taxe, soit environ 11%. Pour l'épargne, il a 432 € de budget. Selon sa stratégie d'épargne, s'il prend des dividendes ou non, le taux de taxation sera différent. Considérons qu'il investit dans des produits de croissance avec les hypothèses suivantes. Son capital investi sur 43 ans serait d'environ 223 000 €, pour un total épargné de 972 000 €. Ça nous donne une plus-value brute de 750 000 €, imposée à 30%, donc 225 000 € de taxes, pour un capital net après impôt de 750 000 €. Le taux de taxation est donc d'environ 22%. Nous avions donc un budget de 432 € d'épargne, taxé à hauteur de 95 €, soit, du coup, 22%. À la fin du mois, l'État a pris la moitié de son salaire en cotisation, impôts et taxes à notre exemple. Et je n'ai pas pris l'exemple d'un fumeur, cette personne ne prend pas du tout la voiture, et il n'est pas propriétaire. J'ai aussi ignoré toutes les microtaxes type taxe carbone, etc. Il y en a beaucoup trop, j'ai pas envie de passer des années à faire ce calcul. Mais ça ne se finit pas là. Imaginons que ce type soit bloqué à vie à ce salaire, et qu'il quitte ce monde au moment où il prend sa retraite. Pas de chance. On vient de voir qu'il aurait épargné 750 000 €. Pour un enfant unique, les droits de succession monteraient à 140 000 €, soit un peu moins de 20% de 750 000. Donc pour cette personne qui est en plein milieu de la classe moyenne, la captation de l'État sur toute sa vie est d'environ 60%. Et dès qu'on s'enrichit un peu, qu'on devient propriétaire, on se rapproche très vite de 70, voire 80%. D'après les données de 2023 de l'INSEE, 26% vont dans les retraites, 337 milliards, 20% dans la santé, 258 milliards, 135 milliards vont dans les protections sociales diverses, 290 dans la fonction publique, salaire et pension, 50 vont au service de la dette, qui est en hausse constante, et pour les collectivités territoriales, 285 milliards. Et il n'y a pas tout. Mais malgré certains montants gargantuesques,
tout le monde remarque de grands problèmes d'efficacité. Les hôpitaux publics sont sous-dotés en moyens humains, mal gérés et en tension constante. Pour le système éducatif, le niveau est en baisse constante. Par exemple, il y a une explosion du nombre d'élèves non lecteurs à 10 ans. Pour le régime de retraite, vous pouvez vous référer à ma vidéo sur le sujet. Et les aides sociales sont des trappes à inactivité. Et comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, le problème d'efficacité s'étend aussi au niveau réglementaire et administratif au sens large. Et tout cela au service d'un système incompréhensible. Le Code général des impôts, c'est plus de 3500 pages. On compte près de 500 niches fiscales, et si vous êtes curieux, jetez un œil à la fiche d'imposition d'une entreprise, ou pas, vous risqueriez de perdre la vue. Au total, il existe 483 taxes, impôts et cotisations en France. Oui, vous avez bien entendu, 483. Résultat, même un citoyen informé ne peut pas vraiment savoir ce qu'il paye, ni pourquoi. L'impôt ne contribue pas non plus à un système égalitaire, plus équitaire qu'autre chose, puisque les 10% des contribuables les plus riches payent 70% de l'impôt sur le revenu. Sans oublier qu'une grande partie de la population ne paye pas du tout d'impôt sur le revenu. Et au milieu, la classe moyenne. Elle ne bénéficie ni des aides du bas, ni des optimisations du haut. Elle paye plein pot. Et l'impôt est même devenu un outil politique. On utilise les niches fiscales comme des cadeaux électoraux, un petit coup de pouce ici, une déduction par là. Et chaque année, on invente de nouvelles taxes symboliques. Taxes sur les billets d'avion, taxes temporaires devenues permanentes, taxes carbone. C'est devenu un outil de communication, pas un outil d'efficacité. Et à force de dépenser sans résultat, sans réforme et sans cohérence, on a fini par construire un colosse au pied d'argile. Voyons concrètement ce que ça donne, secteur par secteur. Pour l'hôpital public, chaque année, on dépense plus de 4000 € par habitant. Et pourtant, dans certains hôpitaux, il faut attendre 8 € aux urgences, les lits continuent de fermer, près de 7500 lits supprimés rien qu'en 2022, et les médecins, eux, sont étouffés par les charges sociales. Résultat, déserts médicaux, stress et perte de vocation. Pour l'école, pas beaucoup mieux. L'éducation nationale, c'est le plus gros budget de l'État, près de 60 milliards d'euros par an. Mais un élève sur 5 en CM2 ne sait pas lire correctement, la France chute dans le classement PISA, notamment en maths. Le nombre d'encadrants augmente, mais pas les résultats. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, une entreprise peut payer jusqu'à 62% de charges sur la masse salariale. Oui, 62%. Du coup, beaucoup n'embauchent pas, d'autres s'en vont. Ceux qui veulent produire, innover, créer sont traités comme des suspects. Et de l'autre côté du spectre, le RSA plus les autres aides, comme les APL pour l'énergie ou pour la santé, peut dépasser 1000 € par mois sans activité, ce qui crée des trappes à inactivité. À cause des effets de seuil, reprendre un petit emploi peut réduire le revenu total, au lieu de l'augmenter. Résultat, certains préfèrent rester dans le système plutôt que d'en sortir. Et la grosse conséquence de tout ça, c'est la fuite des cerveaux. La France forme parmi les meilleurs ingénieurs, chercheurs, médecins ou développeurs, mais ne les garde pas. Entre 2000 et 2020, le nombre de Français diplômés du supérieur vivant à l'étranger a doublé, pour atteindre plus de 300 000 personnes. Une majorité de ces départs concernent des profils hautement qualifiés. Et ils partent évidemment pour les raisons déjà évoquées. Avec une fiscalité désincitative, une grosse complexité administrative, moins de perspectives de croissance professionnelle ou de liberté entrepreneuriale, et un climat social perçu comme anti-réussite. Un ingénieur en Suisse gagne net ce qu'il gagnerait brut en France. Sans paperasse kafkaïenne à chaque embauche ou dépôt de capital. En médecine, on observe que près de 25% des diplômés en chirurgie ne pratiquent pas en France 5 ans après la fin de leur internat. On arrose les racines avec des milliards, mais on regarde les fruits tomber dans les paniers d'à côté. Mais si le système est si mauvais, pourquoi rien ne change ? La France est le pays le plus généreux d'Europe en matière de protection sociale. En 2023, 888 milliards d'euros ont été versés sous forme de prestations sociales. Retraite, allocation chômage, RSA, aide au logement, etc. Cela représente 31,5% du PIB, un record européen. Concrètement, ça veut dire que près d'1 € sur 3 créé en France est immédiatement redistribué, non pas par choix, mais par contrainte automatique. Et cette redistribution massive n'est pas neutre. Elle crée une attente constante vis-à-vis de l'État, elle affaiblit le réflexe d'autonomie, pourquoi se battre pour gagner plus, épargner, transmettre, si tout est capté ou distribué selon des critères que vous ne maîtrisez pas, et elle désarme la contestation. Celui qui reçoit hésite à mordre la main qui nourrit. C'est comme si vous étiez attaché à une perfusion économique permanente. Vous ne tombez pas, mais vous ne marchez pas non plus. Le système fiscal et social français est soutenu par une technostructure énorme, avec de multiples couches administratives et intermédiaires. 5,7 millions d'agents publics en 2022, soit 1 emploi sur 5 en France, des milliers de régimes spéciaux, organismes collecteurs, caisses autonomes, URSSAF, CAF, CNAV, MSA, etc., et une administration fiscale avec plus de 100 000 agents. Chacun de ces rouages a un intérêt à ce que le système reste compliqué parce qu'il justifie leur rôle, et un pouvoir de blocage syndical ou bureaucratique pour s'opposer à toute réforme. Le système est donc autorépliquant, plus il est complexe, plus il crée de besoins administratifs, et plus il devient intouchable.
C'est comme vouloir réformer une usine qui fabrique des pièces pour entretenir l'usine elle-même. Et en France, toute proposition de simplification ou d'allègement fiscal est immédiatement soupçonnée d'injustice. Tu veux une flat tax? On t'accuse de favoriser les riches. Tu proposes une baisse des dépenses? On crie à la casse sociale. Tu veux supprimer une niche? Tu attaques une profession organisée. Tu veux cibler les aides? T'es accusé de néolibéralisme inhumain. Et tout ça a pour résultat un système qui paralyse la décision politique. Même quand tout le monde voit qu'il est injuste ou inefficace, personne ne bouge. Comme pour un château de cartes, on sait qu'il est bancal, mais on n'ose pas souffler dessus de peur que tout s'écroule. Le système fiscal français ne tient pas par son efficacité, il tient parce qu'il organise la dépendance, alimente ses propres gestionnaires et empêche toute remise en cause par la peur du soupçon. Et tant que ce triptyque tiendra, aucune réforme profonde ne sera possible. Un libéral ne propose pas simplement de baisser les impôts pour faire joli sur une affiche. Il propose de reconstruire l'ensemble du système fiscal autour de 3 principes fondamentaux: lisibilité, efficacité, responsabilité. Premier principe, la simplification. En premier lieu, une flat tax sur le revenu. Fini le barème à tranches, les niches, les abattements incompréhensibles. Chaque euro gagné est taxé de la même façon. Le message est clair, vous gardez X% de ce que vous produisez, quel que soit votre revenu. Ensuite, une flat tax sur les sociétés. Plus de différenciation entre les PME, les entreprises individuelles, etc. Tout le monde au même taux. Plus bas il est, mieux c'est, pour attirer les entreprises. Le but est d'avoir une fiscalité comme un tableau à une ligne, pas un labyrinthe en 3D. On impose de la clarté aux entreprises sur les tarifs qu'elles facturent, à l'État de s'y mettre. Second principe, la baisse des dépenses. Un impôt élevé n'est pas une fatalité, il est une conséquence mécanique d'un État obèse. Avec pour commencer un gros dégraissage de l'appareil administratif. Réduction drastique du millefeuille territorial, communes, interco, départements, régions, fusion et suppression d'organismes redondants, informatisation des démarches, simplification et suppression de normes. Puis désengagement de l'État des fonctions non régaliennes. L'État ne devrait pas produire de spectacles, ni posséder de chaînes de télé, ni gérer des stations de ski. Il doit assurer ses missions de base en priorité: justice, police, défense, diplomatie. Le reste peut être transféré au privé à des structures mutualistes ou locales. Et il faut évidemment inclure le remboursement de la dette publique dans ses fonctions régaliennes, ce que j'ai pu démontrer comme faisable dans ma vidéo sur le sujet. Et enfin, passage à un modèle assurantiel pour la santé et les retraites. Pour la santé, fin du monopole de la Sécu, introduction d'une assurance santé libre et obligatoire, comme ce qui est fait en Suisse ou aux Pays-Bas. Et pour les retraites, généralisation progressive de la capitalisation, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur les retraites. L'éducation peut être gérée comme en Suède, avec un système de bons annuels par élève avec un programme commun, mais les écoles sont administrées par le privé. Résultat, moins de dépenses, donc moins d'impôts à lever. L'État ne doit pas tout faire, il doit mieux faire en laissant le reste à ceux qui savent mieux. Troisième et dernier principe, la responsabilité individuelle. La solidarité est noble, mais la dépendance institutionnalisée est un poison. Premier point, fin des trappes à inactivité. Refonte des minima sociaux avec un filet de sécurité dégressif dans le temps. Revalorisation du travail, même peu qualifié par rapport à l'assistanat. Un bénéficiaire du RSA qui reprend un emploi à 800 € par mois ne doit pas perdre en pouvoir d'achat. Deuxième point, incitation à l'épargne. Avec une exonération des revenus d'épargne longue, qui permettrait la création d'un compte personnel de capitalisation, utilisable pour la retraite, la santé, la formation, le chômage, avec de l'encouragement à l'autonomie financière, au lieu de l'appel systématique à l'État. Et dernier point, mais pas des moindres, la valorisation de l'entrepreneuriat. Statut ultra simplifié pour les petits créateurs, flat tax et obligations comptables allégées, la fin des charges forfaitaires absurdes, comme par exemple la CFE pour une activité à 0 € de chiffre. En clair, libérer les créateurs de valeur, pas les piéger dans la paperasse. Un système juste n'est pas celui qui protège de tout, c'est celui qui vous donne la possibilité d'agir. Un système fiscal libéral, c'est pas un rêve de technocrate. C'est une vision concrète, cohérente et profondément morale. Vous créez, vous êtes récompensé. Vous transmettez, vous n'êtes pas pillé. Vous consommez, vous savez ce que vous payez. Vous êtes vulnérable, vous êtes soutenu. Mais vous n'êtes jamais infantilisé. On a longtemps cru que l'impôt c'était plus de justice, que plus l'État redistribuait, plus la société gagnait en égalité, en protection, en dignité. Mais aujourd'hui, ce récit ne tient plus. On ne ressent plus la justice, on ne voit plus la solidarité, on voit l'étranglement. Trop de gens travaillent sans jamais vraiment s'enrichir. Trop d'entrepreneurs hésitent à créer ou investir, étouffés par les charges et la complexité. Trop de jeunes fuient la France parce qu'ils savent qu'ici, leur réussite sera fiscalement découragée. Et surtout, on sent que chaque euro gagné, dépensé, épargné, transmis, est scruté, capté, normalisé par un système qui n'a plus confiance dans la liberté. Car au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit. La fiscalité française n'est plus un outil de solidarité, c'est un outil de pouvoir. Un pouvoir qui trie entre les bons et les mauvais usages de l'argent.
Un pouvoir qui vous dit ce que vous avez le droit de garder, de transmettre, d'investir ou pas. Ce pouvoir s'est construit sur l'illusion que l'impôt est neutre, qu'il ne fait que redistribuer mécaniquement. Mais en réalité, il modèle nos comportements, nos choix, nos trajectoires de vie. Et quand la contrainte prend le pas sur la liberté, même au nom de la sainte justice, ce n'est plus un contrat social, ce n'est qu'un mécanisme de contrôle. Alors non, une réforme fiscale libérale n'est pas un caprice d'ultralibéral. Ce n'est pas une faveur pour les riches ni un dogme anglo-saxon. C'est une nécessité politique, sociale et morale. Nous avons besoin d'une fiscalité lisible pour que chaque citoyen comprenne ce qu'il paye et pourquoi. D'une fiscalité limitée pour que le travail, la transmission et l'épargne soient à nouveau valorisés. Et d'une fiscalité équitable, non pas au nom de l'équité, mais de la justice proportionnée. Et c'est ça la vraie justice fiscale, cesser de punir ceux qui agissent pour prétendument protéger ceux qui dépendent. Il est temps de sortir du brouillard fiscal français, de tourner le dos aux demi-mesures et aux rustines démocratiques, de replacer la liberté au cœur de la fiscalité. Pas pour l'élite, mais pour tous ceux qui veulent simplement vivre de leur travail, faire des choix et transmettre le fruit de leurs efforts. La réforme libérale aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, c'est une urgence démocratique. Ou pour faire plus simple, mais vous allez me rendre ma thune là? Car je refile tout mon blé à l'URSSAF. Pour Maïté, je fais tout pour l'URSSAF. Tout pour ouais. Je ferai tout pour l'URSSAF. De bonnes pipes. Je me lève étant ma rondelle.